Alors, bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Alors, bonsoir Alexandre, bonsoir Béatrice, bonsoir Sclé, bonsoir Evelyne, bonsoir Hervé, bonsoir Sébastien. Ok. Alors j'espère que ça va bien passer. Je suis en déplacement, comme vous le voyez. Je ne suis pas avec ma caméra habituelle, ni avec mon micro habituel. Donc j'espère que le son et l'image seront quand même bons. Bonsoir S400, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir Marie-Christine, bonsoir Sébastien. Ok, donc, impeccable. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça passe bien. C'est super. Alors, on va discuter un petit peu ce soir de la situation avec l'Union européenne qui est en train de jouer les gros bras, hein, les gros bras avec la Russie. Hein. Donc on a eu d'abord la Finlande hein, qui nous a gratifié d'un retrait de la convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles. On a maintenant la Pologne qui s'y met, hein, qui veut miner l'ensemble de sa frontière avec la Fédération de Russie et je pense la Biélorussie surtout. Bon, ça fait un petit peu rire parce que bon, les mines, ça se retire ou ça se désactive assez facilement, surtout quand c'est sur des grandes surfaces comme ça. La Russie a des systèmes de déminage qui sont très très efficaces. Et puis, à l'heure actuelle, vu les méthodes de guerre avec les drones et les missiles hypersoniques, tout ça fait un peu beaucoup rire. Bonsoir Eva, bonsoir Dom, qui me dit que tout est ok. Bonsoir Olga, qui vient de nous rejoindre sur BK. Ok. Donc oui, on voit clairement que l'Union européenne est en train de jouer un petit peu les gros bras, d'essayer de bander les muscles, hein, comme Emmanuel Macron l'avait fait en mode Photoshop, n'est-ce pas, hein, pour paraître super costaud. Vladimir qui dit dans 4 jours on fête le 4e anniversaire, et oui, c'est dans 4 jours, ça sera les 4 ans du début de l'opération militaire spéciale. Oui, ça fera faire bientôt 4 ans, le temps passe vite. Et bon, il semble que les pays de l'Union européenne n'aient pas trop retenu la leçon de tout ça, puisque donc on les voit jouer les va-t-en-guerre, hein, donc on continue avec ces histoires de déployer des soldats britanniques et français, on voit donc ces histoires de miner sa frontière au niveau de la Finlande, de la Pologne. Alors le plus drôle, ça a été, je sais plus lequel des pays baltes, un des 3 petits cochons là, qui nous a sorti que si la Russie les envahissait, ils porteraient le conflit sur le territoire russe. Bon, écoute, comment t'expliquer que si la Russie ait décidé d'envahir ton petit confetti de pays, ça serait plié en moins de 24 heures. Et que tu aurais le temps de porter le conflit nulle part. Hein. Voilà. Ça me fait vraiment profondément rire. Vraiment, on voit des déclarations complètement délirantes. Ah, Vladimir qui dit c'est l'Estonie. Voilà, oui, c'est ça, c'était l'Estonie. Et donc, oui, on a vraiment des trucs, c'est délirant. Hein, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc, vraiment, enfin on en arrive à des trucs, enfin je veux dire à un moment faut arrêter quoi, ça devient complètement débile. Bref, Sébastien qui dit merci de t'être rendu disponible pour le live, ben de rien parce que ça m'embêtait quand même de vous laisser sans direct, donc je suis en déplacement, donc j'espère vraiment que la ligne va bien tenir, en tout cas pendant 1 heure. Comme vous le voyez, je suis pas chez moi. Je suis pas chez moi. Voilà, mais demain je serai chez moi pour le direct sur TV ADP. Je vous encourage d'ailleurs à venir y assister. On va parler un petit peu de la dérive complètement dictatoriale de l'Union européenne, avec entre autres les dernières déclarations de Macron et celles de Madame von der Leyen. Hein, voilà. Qui sont quand même assez à la fois édifiantes et inquiétantes. Donc demain on parlera plutôt de ce sujet-là. Je serai avec Thierry Laurent Pellet.
Donc vraiment, je vous encourage à venir nous suivre demain. Ça sera à 19h heure de Paris, donc c'est une heure plus tôt que le direct du vendredi soir. Venez nous suivre, hein. Vous pouvez suivre le direct sur le YouTube de TVADP, sur leur page Facebook, ils ont même un TikTok maintenant, donc vous avez plusieurs plateformes où vous pouvez suivre ce direct, c'est super. Alors Eric il dit t'as l'air en forme, c'est le principal, oui oui, bah écoute, hein, on essaye toujours. Bonsoir Gaius, bonsoir Laure. J'essaye, hein. Je me suis reposée avant le direct quand même, histoire de faire une petite sieste pour être en forme pour vous. Au sujet de l'Estonie, Piotr Tolstoy a dit qu'une mouche mettait 2h30 à traverser ce petit pays. Oui, oui, je pense que c'est à peu près vrai, oui, je pense qu'on doit être dans ce timing-là. Donc ça me fait un petit peu rire de voir un pays de cette taille-là, si tu veux, qui commence à jouer les gros bras contre la Russie. Le parrain idéologique du nazisme, Alfred Rosenberg, était né en Estonie. Ah bah tiens, ça je savais pas, tiens, c'est intéressant. Comme quoi, décidément. Evelyne qui dit qu'elle me suit aussi là-bas sur TVADP. Oui, je vous recommande, c'est vraiment une chaîne pas mal, qui est beaucoup plus axée bien sûr sur la situation en France et en Union Européenne de manière générale. Mais je pense que voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes pour vous aussi là-bas, et d'idées intéressantes pour changer la situation politique en France. Donc vraiment, je vous recommande de suivre là-bas. Donc oui, on voit vraiment que l'Union européenne est en train de vouloir vous tirer vers la guerre avec la Russie, ce qui n'a rien d'étonnant, puisqu'en fait, si on regarde les calculs de certains experts, on va dire les plus réputés, concernant la Russie et l'Ukraine, ils estiment que l'Ukraine a encore à peu près 1 an et demi maximum de réserve en termes d'hommes mobilisables. Bon, après, ils peuvent toujours taper dans les femmes et les enfants, hein, le Volkssturm. Il y a un petit moustachu qui avait appliqué cette méthode, mais clairement, ça veut dire que de toute façon, l'Ukraine ne pourra pas continuer ce conflit ad vitam aeternam comme ça. C'est pas possible, je veux dire. C'est ce que j'avais dit, en fait. C'est le principe d'ailleurs de la tactique de l'attrition. Hein. C'est qu'au bout d'un moment, eh bien celui qui a les plus lourdes pertes et qui peut pas les renouveler ses hommes, ses troupes, eh bien, va tout simplement devoir cesser le conflit. C'est d'ailleurs pour ça, en fait, que Trump essaye de hâter la conclusion d'un accord de paix. C'est qu'en fait, il est bien conscient que l'Ukraine arrive gentiment au bout de ses réserves en matière de soldats. Et que, vaut mieux arrêter le conflit maintenant avec des pertes certes déplaisante mais limitée, que d'arriver jusqu'au point d'effondrement total en fait de la ligne de front qui est en train gentiment tout doucement de se dessiner. Alors, Hervé qui dit l'émission de Piotr Tolstoï chez Irina était très intéressante, d'accord, j'ai regardé. Evelyne qui dit faut être logique. Ben oui, non mais c'est ça, mais il y en a plein qui le sont pas, la logique. La logique, elle s'est perdue quelque part. Voilà, la meilleure dit Dana Ossa, c'est encore l'estonienne Kaja Kallas. Ah oui, Kaja Kallas, mon dieu, celle-là. Mais quelle dinde. Mais quelle dinde. Sincèrement, quand je vois les autorités actuelles au sein de l'apparatus de l'Union européenne et au sein des pays membres de l'Union européenne, je me dis qu'on est dans l'idiocratie, si vous voulez. C'est-à-dire que les plus débiles dirigent, c'est pas possible, quoi. Alors, à propos de TVADP, lors d'une des dernières vidéos que tu as faites avec eux, tu as donné quelques détails perso, tu as le bonjour de Thionville. Ah, j'y suis régulièrement. Bah écoute, coucou à Thionville. Oui. Alors, Jean-Jacques qui dit je ne pense pas que l'Ukraine puisse tenir encore bien longtemps. Bah oui, parce que là ça commence quand même, ils font un peu les fonds de tiroir, ça commence quand même à grogner comme le montrent les vidéos que vous publiez régulièrement, Laurent. Les recruteurs du TCC quand même se font agresser de plus en plus, y compris par des femmes ou des personnes âgées. Ça dégénère quand même de plus en plus. Béatrice, c'est une insulte pour les dindes. Oui, je suis désolée pour les dindes. Je m'excuse. Je ne voulais pas insulter les dindes. Kajakala, c'est plutôt une moule cuite à la vapeur trop longtemps. Niveau cuit. Même les dindes sont plus intelligentes qu'elle.
Alors, tout ça se décide en Suisse, banque de la banque en ce moment, soit guerre et Iran autour ou bien guerre en Europe. Le bouc émissaire désigné, l'AfD en Allemagne et le RN en France. Bonsoir Christina. Oui, 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 oui. Ce qui se passe avec l'Iran est quand même inquiétant. Il y a eu donc tout un deuxième groupe naval qui a été envoyé là-bas. Donc, bon, ça peut péter à n'importe quel moment. Ça peut péter à n'importe quel moment. C'est ce que j'ai dit en fait, c'est-à-dire l'hégémon est en train de s'effondrer, il est en train de se noyer, et malheureusement, il est en train de faire des très grosses vagues autour de lui pendant qu'il est en train de se noyer. Et malheureusement, il faut arriver à survivre à ce tsunami. C'est ça le truc. C'est ça le challenge pour l'instant. C'est un peu les Hunger Games quoi. Voilà, faut survivre. Faut survivre. Mais effectivement, ça va pas être simple, hein. Là, les années à venir vont être les plus chaotiques, les plus troublées, parce que ils connaissent que le chaos pour essayer de reprendre le contrôle. Malheureusement, ça va avoir des conséquences, pas seulement au Venezuela ou à Cuba, quoi, hein. Voilà, donc ouais, l'Iran, ça m'inquiète, hein. L'Iran, ça m'inquiète. C'est bon, mais je pense que l'Iran a quand même les moyens de se défendre. Je pense qu'ils ont quand même pas mal assaini suite aux grosses manifs où justement ils ont trouvé ceux qui avaient des terminaux Starlink illégaux, etc. Donc on va voir. Mais le problème, c'est que de toute façon, il va falloir qu'à terme, en Iran, ils revoient beaucoup de points de leur politique, parce que c'est pas soutenable au niveau de la société à long terme. Donc voilà quoi. Alors Vladimir qui dit que Rosenberg était le mini-moi d'Hitler dans l'URSS occupée, responsable du génocide du peuple soviétique. Oui, bah oui, c'est... Si l'Iran tombe, c'est le début de la fin pour les BRICS. Bah ouais, c'est ça quoi, c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant pour ça, quoi. C'est que les conséquences. Mais ce sera pas la fin pour les BRICS. Les BRICS, c'est l'avenir. De toute façon, le monde multipolaire est déjà en route. C'est inarrêtable. C'est inarrêtable. C'est juste que ça va mettre le bazar. C'est juste ça, quoi. Si les USA attaquent l'Iran, Trump risque de perdre une bonne partie de sa base électorale. Ouais, ça, c'est le gros risque. Déjà que là, il en a perdu une bonne partie avec ce qui s'est passé. Avec service d'immigration là, qui a tiré dans le tas partout. Ça lui a déjà porté pas mal préjudice. L'intervention avec le Venezuela aussi. Bon, ça commence un petit peu à bouillir. On commence à voir effectivement de la résistance au sein de son propre parti. Donc, ouais. Pour l'instant, oui, l'armée US a l'air d'être prête pour attaquer l'Iran. Je sais pas si ça aura lieu ou pas. Mais est-ce que c'est juste une façon de mettre la pression sur l'Iran pour qu'il signe un accord qui serait plus favorable, on va dire, aux États-Unis et à Israël? C'est possible. C'est possible. Gaius qui dit l'Iran renforce des sites sensibles, la Russie a livré des S-400 et des Sukhoi 35 et la Chine a fourni des radars spéciaux qui peuvent détecter les avions furtifs. Et puis la Russie et l'Iran ont mené des exercices dans le golfe, dans le détroit d'Ormuz. Donc ils ont mené des exercices maritimes communs. Je pense histoire de montrer que bon là maintenant il va falloir un peu arrêter les conneries. Alors, à Samoa Kwasi, bonsoir. Piotr Tolstoï dit que d'une certaine façon, la Russie, c'est le jeu des USA pour maintenir la Russie dans la guerre en feignant de négocier tout en continuant de soutenir l'Ukraine. Tout ça pour occuper la Russie afin d'avoir les mains libres pour agir à leur guise sur d'autres terrains, en Iran par exemple. Est-ce que tu le confirmes ou quel est ton avis? Oui, je pense clairement. Mais ils savent de toute façon que la Russie ne va pas diviser ses forces. C'est d'ailleurs pour ça que le renversement de Bachar el-Assad a marché en Syrie. C'est parce que la Russie est occupée avec le conflit actuel et peut pas diviser ses forces à l'infini, si vous voulez. C'est clair que avec les forces qui sont actuellement engagées dans l'opération militaire spéciale, la Russie peut pas se permettre d'envoyer un autre contingent important dans un pays comme l'Iran ou à l'époque la Syrie. D'ailleurs, si vous regardez en réalité, quand la Russie est intervenue
en Syrie, etc. Je sais que beaucoup ont critiqué les accords de Minsk, etc. Mais les accords de Minsk ont permis comment dire, le conflit dans le Donbass pendant que eh bien, la Russie s'occupait de la situation en Syrie, qui était catastrophique. C'est-à-dire déjà à l'époque, les accords de Minsk, certes ça a donné du temps à l'Ukraine pour se réarmer, mais ça avait donné du temps à la Russie de s'occuper d'abord en priorité de la situation en Syrie, parce que là, le risque de chute de Bachar el-Assad et de perte de ses bases, entre autres celle de Tartous et de Khmeimim, était vraiment critique. Donc c'est pour ça que il y avait eu les accords de Minsk aussi. C'est que ça a arrangé aussi la Russie. Hein. Si ça n'avait pas arrangé la Russie, ils n'auraient pas signé. Hein. Faut pas se leurrer. Donc clairement, certes, les accords de Minsk ont donné du temps à l'Ukraine, mais ils ont donné aussi du temps à la Russie pour mener ses opérations en Syrie contre les terroristes et sauver à l'époque le cul de Bachar el-Assad. Et donc les bases russes en Syrie par la même occasion. Donc clairement, déjà à l'époque, la Russie eh bien, ne pouvait s'occuper que d'un front à la fois. S'occuper de deux fronts à la fois, c'est le meilleur moyen de perdre. C'est vraiment diviser ses forces, c'est le meilleur moyen d'aller à la catastrophe. Et bien sûr, eh bien, les ennemis de la Russie en sont bien conscients, et c'est d'ailleurs pour ça que, eh bien, ils ont profité que la Russie est très occupée avec l'opération militaire spéciale pour finalement arriver à renverser Bachar el-Assad en Syrie. Parce que ils étaient bien conscients qu'à part quelques frappes aériennes, la Russie n'avait pas les moyens de déployer un contingent important en Syrie alors qu'elle était occupée déjà avec l'opération spéciale. Vladimir qui dit si l'Iran se montre capable de couler un navire américain avec un missile hypersonique, ce sera une victoire de l'Iran. Et la Chine, paraît-il, serait prête à soutenir. Mais la Chine a fourni plein d'armements. Il y a eu plein d'avions qui ont fait des allers-retours entre la Chine et l'Iran. Donc, alors qu'il dit les USA n'ont pas les moyens d'une guerre, en tout cas sur le terrain. Ça va mal aux USA, peut-être veut-il mettre le regard ailleurs. Ah bah oui, la diversion, bien sûr. Donc ça c'est clair que c'est pas... voilà. Christina qui dit je comprends pas pourquoi Trump et l'Europe mettent des sanctions à la Russie, pourquoi la Russie ne met pas des sanctions. Mais la Russie met des sanctions, Christina. Elle en a mis, hein. Non, mais croyez pas que la Russie a pas répondu, hein. La Russie a pris des sanctions. C'est d'ailleurs un des points que, par exemple, les agriculteurs russes qui ont grandement bénéficié justement des sanctions de la Russie contre un certain nombre de pays occidentaux, ce qui fait que l'agriculture russe a pu se développer comme jamais. S'il y a un truc que les agriculteurs russes demandent, c'est de surtout pas lever les sanctions de la Russie contre l'Occident. Donc non, il y a des sanctions de la Russie contre l'Occident. Vladimir qui dit la Syrie est tombée, puis le Venezuela. Si l'Iran tombe, l'impérialisme US continuera au Caucase, Asie centrale, direction la Chine. Mais c'est pour ça que je pense que la Chine a fourni pas mal d'armements à l'Iran. C'est Clé qui dit je crois que la doctrine des Américains, c'est si un porte-avions est touché, la riposte est nucléaire. Ouais. Alors, qui demande quelles sanctions. Entre autres, tout ce qui est interdiction d'exportation de bon nombre de produits agroalimentaires, entre autres. Voilà, donc entre autres, je pense tout ce qui est céréales et compagnie, si mes souvenirs sont exacts. Enfin, il y a des sanctions qui ont été prises. Et des sanctions à l'importation, c'est-à-dire des interdictions d'importation de produits type, par exemple, les fromages français, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que le secteur fromager en Russie se développe de manière phénoménale, parce que il n'y a plus la concurrence, en fait. Il n'y a plus la concurrence. Donc, non, il y a des sanctions. La Russie a pris des contre-sanctions immédiatement. Donc, il y a des contre-sanctions.
des interdictions d'exportation, des interdictions d'importation. Voilà. Et donc, non, non, il y a des sanctions de la Russie, bien sûr, la Russie a répondu. Les prenez quand même pas pour plus chrétien que le Christ. Non, là, à un moment, faut arrêter les bêtises, là. On est gentil, mais il faut peut-être quand même pas abuser, quoi. Hein, on est sympa, on veut bien pardonner beaucoup de choses, mais on n'est pas à ce point-là, quand même. Faut peut-être pas déconner non plus. Donc non, non, il y a des sanctions de la Russie. Il y a des sanctions de la Russie. Bon, bien sûr, c'est pas aussi débile hein, que les interdictions d'exporter des toilettes fabriquées au sein de l'Union Européenne, ce genre de bêtises, mais il y a des interdictions, oui, 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 oui. Et il y a des gens qui ont été mis sous sanction, car par exemple, qui ne peuvent pas entrer en Russie. Donc, bon nombre de. C'est drôle, personne n'en parle. Ben oui, mais c'est pourtant réel. La Russie a pris des contre-sanctions, et comme je le dis, il y a un certain nombre de secteurs de l'économie, dont l'agriculture, qui se sont tellement bien développés grâce justement à ces contre-sanctions qu'il y a régulièrement des demandes au gouvernement pour ne surtout pas les lever. Donc, et le gouvernement russe a été très rassurant, en mode vous inquiétez pas, c'est pas pour demain. Alors, Christina qui dit le Venezuela, finalement les Russes et les Chinois ont signé des contrats avec le Venezuela et Trump ne peut rien faire, les contrats ont été cadenassés. Mais de toute façon, enfin, entre ce que dit Trump et la réalité du terrain au Venezuela, hein, vous vous souvenez de sa fameuse réunion avec les grands chefs de groupes pétroliers. Ça s'est terminé par un semi-bide, son histoire. Alors, oui, oui, ils ont libéré des prisonniers, ils ont fourni un peu de pétrole, mais il y a un moment, de toute façon, où la réalité, si vous voulez, c'est comme quand il dit qu'il a mis fin à tel ou tel conflit, alors que c'est pas vrai, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment où la réalité, elle vient te frapper à la figure, hein, comme un mur que tu tapes à pleine vitesse. Qu'en est-il aujourd'hui de la contre-offensive ukrainienne ces 2 dernières semaines? Quels sont les résultats? La Russie a-t-elle réussi à juguler et à reprendre le dessus? Toujours question de la Samoa. Oui, oui, oui. Ouais, vous avez repris quelques champs, mais je vous avais indiqué dimanche dernier. Donc effectivement, il y a eu une tentative de la part de l'Ukraine de profiter de la coupure de Starlink pour les terminaux illégaux qui étaient côté russe. Pour voilà, mener une contre-attaque, entre autres en région de Zaporozhye, et entre autres à la frontière entre la région de Zaporozhye et celle de Dnipropetrovsk. Ils avaient repris, quoi, qu'il y a quelques kilomètres, enfin, 1 ou 2 kilomètres de champ, quoi. C'est tout. Enfin, la Russie a repris le dessus, elle a repris l'initiative, on continue d'avancer partout. Je veux dire, dimanche, je vous ferai un site web complet, vous verrez avec les cartes, c'est absolument ridicule. C'est ridicule, ils ont fait tout un battage. Comme là, il y a quelqu'un qui m'avait ressorti encore cette histoire que soi-disant 200 soldats russes seraient encerclés à Kupiansk depuis 2 mois. Mais les mecs, ils vivent de quoi? D'amour et d'eau fraîche. Enfin, je veux dire, faut arrêter les bêtises à un moment. À un moment, faut analyser un petit peu de manière logique et critique la propagande ennemie pour se rendre compte que ça ne tient pas la route. Hein, les mecs peuvent pas tenir pendant 2 mois comme ça, enfin, coupé du reste de la logistique. Non, mais à un moment, faut arrêter un peu les bêtises, si vous voulez. Tu peux pas tenir ad vitam aeternam comme ça en étant encerclé. On l'a vu avec l'armée ukrainienne à Mirdograd, alias Dimitrov. Hein, je veux dire, une fois qu'ils ont été complètement encerclés, je veux dire, en 1 mois, c'était plié. Voilà, tu peux pas tenir, même en envoyant des drones pour envoyer un peu de bouffe et puis un peu de munitions, c'est pas possible. Je veux dire, c'est ridicule. Bonsoir Gérard, pas de souci pour le retard. Alors, Vladimir qui dit les sanctions étaient un cadeau pour la Russie, elle a été forcée d'être autosuffisante comme la Corée du Nord avec sa philosophie Juché, ne compter que sur ses propres forces. Oui, tout à fait. Momo qui dit bonsoir Christelle, j'espère que vous allez bien. Il semble que Cuba aussi risque de chuter à cause des crises de carburant et d'électricité. Ouais. La Russie, je sais que la Russie envoie du carburant à titre d'aide humanitaire. Je ne sais pas à quel point ça va suffire pour empêcher une catastrophe. Mais c'est les méthodes américaines, hein. C'est le droit international, on s'en fout, etc.
Sauf qu'à un moment, si vous voulez, contre la Russie et contre la Chine, cette méthode-là ne va pas marcher. C'est-à-dire que là, ça va aller au clash direct et ça va être extrêmement violent. Et donc, s'attaquer à des petits pays comme ça, oui, c'est facile. C'est facile de mettre un embargo total sur Cuba ou sur le Venezuela, mais sur des pays comme la Russie ou la Chine, voilà. Voilà, c'est... Marcelo qui dit le Venezuela n'est pas tombé, ils ont embarqué Maduro grâce à un traître et ils n'ont pas envoyé de troupes au sol. Le peuple vénézuélien est intelligent. Oui, de toute façon, le Venezuela, ils ont pas réellement totalement pris le contrôle du pays. Oui, ils ont fait plier sur deux, trois trucs. Mais au bout d'un moment, en fait, la réalité, entre autres, du sous-investissement chronique dans les infrastructures pétrolières, va poser problème. Les sociétés américaines vont pas y aller comme ça. Les mecs lui ont dit à Donald Trump, t'étais bien gentil, mais on va pas investir 100 milliards de dollars sur 10 ans dans un pays où on sait pas, où on va pas être accueilli à bras ouverts, et puis où t'as un bon risque que ça dégénère en guérilla façon FARC. Je veux dire, voilà. Infini qui dit l'Ukraine vit du sensationnel, s'il réussit à faire passer un drone, les médias occidentaux en font un relais, mais c'est connu et tout le monde est désormais préparé. Mais c'est ça, c'est ça. L'Ukraine, c'est les offensives TikTok. Faut arriver à se mettre ça dans la tronche. Donc des fois, ils vous font même des vidéos avec des drapeaux, des machins, ils ont été les planter avec des drones. D'accord. Ils ont pas du tout la zone sous contrôle, c'est un truc de fou. Alors, Gaius qui dit la production locale en Russie de fromage et de vin a explosé et la qualité suit, je confirme. Je confirme, ils font du fromage qui est vraiment de mieux en mieux. Alors, Christina qui dit finalement je me demande si Trump est pas aussi débile que Biden. Les ukro-nazis n'ont plus les forces nécessaires d'après Xavier Moreau. Oui, mais enfin, je veux dire, d'ailleurs, même sur les plateaux télé ukrainiens, en fait, si vous regardez, de plus en plus d'experts te disent mais les gars que vous bussifiez, ils sont pas motivés, la moitié sont des handicapés ou des gens avec des maladies chroniques. Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute de ces gars sur le front? Qu'est-ce que vous voulez que ça donne C'est pas possible. C'est pas possible. Même des experts qui sont des officiers ou des anciens officiers de l'armée ukrainienne, etc., quand ils passent à la télé ukrainienne, quand ils passent à la télé ukrainienne, je vous dis, disent ouvertement, mais les gars que vous attrapez dans la rue, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en foute? Les gars sont pas motivés, ils veulent pas se battre, la moitié sont pas aptes physiquement. Ils disent, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi la Russie n'agit-elle pas comme en Tchétchénie en détruisant l'Ukraine, en favorisant un gouvernement favorable et en reconstruisant et basta, on passe à autre chose. Déjà parce que les gens qui sont dans les 4 nouvelles régions, la Tchétchénie, si vous voulez, ça n'a pas été un bon exemple. Ça coûte cher en hommes, ça coûte cher en ressources. On essaie d'économiser nos hommes, puisque la Russie est actuellement dans le creux démographique lié aux années 90, années 90 où donc beaucoup de Russes ont soit immigré à l'étranger, soit pas fait d'enfants parce que la situation économique était catastrophique. Et puis, voilà, le but c'est pas de massacrer tout le monde. Oui, si le pays n'était pas l'Ukraine, si le pays était la Pologne, la guerre serait autre chose, ça serait une vraie guerre. Là, on parle d'opération militaire spéciale. Même en Tchétchénie, de toute façon, ils avaient quand même. Et surtout, ça avait porté un coup terrible à la réputation de la Russie, la guerre de Tchétchénie. Parce que, ouais, il y a eu quand même pas mal de victimes dans l'histoire. Et puis, les pertes en hommes au niveau de l'armée russe ont quand même été importantes à l'époque. Donc, le but, c'est pas de reproduire ça. Le but pour la Russie, c'est de récupérer les régions qu'elle a intégrées en 2022 en évitant un maximum de pertes civiles, parce que ces gens sont de facto, même s'ils n'ont pas encore les papiers, des citoyens de la Fédération de Russie. Donc on va pas tout raser, non, 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 on va pas tout raser, non, non.
De toute façon, le problème est que tu peux pas juste tout casser. Voilà. Le problème, c'est que là, actuellement, l'Ukraine a été tellement bandérisée au niveau mentalité, au niveau propagande, qu'il faut réellement dénazifier l'Ukraine. Et ça, tu peux pas le faire juste en bombardant tout le pays. Et puis, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et justement, ce que j'explique depuis longtemps, pourquoi la Russie a choisi cette technique de l'attrition. Un, parce qu'effectivement, ça permet d'économiser les hommes côté russe, ça permet d'avoir des pertes bien moindres que côté ukrainien. Et puis surtout, ça permet de démilitariser l'Ukraine de manière radicale. Donc, avec toutes ces armes qu'on nous présente et qui peuvent anéantir tout un continent. Bah ouais, mais le but c'est pas d'anéantir tout le continent. À Samoa, notre but c'est pas de vitrifier l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on foutrait d'un parking radioactif? On va pas tuer nos propres gens. Enfin, je veux dire, à un moment, faut. Oh, oh, c'est nos gens, c'est notre peuple, c'est les nôtres. C'est les nôtres. On va pas massacrer les nôtres à Samoa. C'est ça, non. Le but, c'est de récupérer le territoire et les gens avec un minimum de pertes. C'est ça le but. Et l'armée russe doit travailler à minima histoire de n'avoir pas l'air trop affaibli pour que l'OTAN en profite. Bah oui, la Russie doit aussi tabler sur un temps long. C'est-à-dire il faut rester opérationnel, il ne faut pas plomber l'économie, éviter de finir comme l'URSS après la guerre d'Afghanistan. Alors, Infini qui dit, je pense aussi que si la Russie détruit totalement l'Ukraine, il sera ensuite difficile de reconstruire le pays. Regarde ce qui s'est passé en Irak. Les Américains ont détruit le pays, ce sont des terroristes qui par endroits contrôlent comme en Syrie. Donc dans l'approche russe, il faut éviter de ruiner le pays sur le plan politique, il faut plutôt détruire l'armée, c'est ça. Puis elle dit tout détruire et tout reconstruire, vous vous rendez compte de combien ça va coûter de tout reconstruire? Pouf. Elle dit, c'est pas vous qui allez payer, hein. Parce que les zones qui seront passées sous contrôle de la Russie, c'est la Russie qui va réparer à ses frais. Comme elle le fait actuellement dans le Donbass, dans les régions de Zaporozhye, Kherson, en Crimée. Sur la Crimée, ça a été un gouffre, vous imaginez même pas. Il a fallu réparer les routes, construire le pont, construire centrales électriques, construire les lignes électriques qui ont été tirées à travers le détroit de Kerch quand les Ukrainiens ont détruit les lignes à haute tension qui apportaient l'électricité à la péninsule. C'est pas rien. Tout ça, c'est de l'argent, c'est des grosses sommes. Hein. C'est très joli de dire oui, il suffit de tout raser. Oui, d'accord, mais c'est pas le but. Le but de la Russie, c'est pas de tout raser. On n'est pas des monstres. C'est pas des monstres. C'est pas parce que l'OTAN pratique la technique du tapis de bombe qu'on doit faire pareil. Hein. Je veux dire, c'est beaucoup de morts innocents. Le but de la Russie, c'est pas de faire ça. Le but de la Russie, c'est de récupérer les territoires qui font maintenant partie de ces nouvelles régions, mais avec les gens, avec un maximum d'habitants en vie. Le but, c'est pas de récupérer un désert radioactif. Sébastien qui dit c'est pas nous qui l'ont payé, Christelle, on paye déjà beaucoup. Mais justement, donc non, si on transforme l'Ukraine en grand parking radioactif, là vous allez douiller quoi. Hein. Là, ça va être Tchernobyl puissance 1000. Alors, et le terre routier, pour dénazifier l'Ukraine, il faut dénazifier l'Union Européenne. Ouais, bah ça, il y a du boulot, effectivement. Refinancer après les guerres est justement ce qui fait la fortune des Rothschild d'IRV. Ouais, il y en a qui sont des spécialistes de ça. Effectivement. Donc, non, faut pas faire ça. Je sais bien qu'on peut se dire, ouais, mais pourquoi se faire chier à faire ça? Mais non, les gens qui sont là. Vous savez, c'est comme cette histoire à Mariupol où on avait, avec Laurent, fait l'interview d'un monsieur qui vivait dans une barre d'immeuble qui était en forme de fer à cheval. Ouais, la barre d'immeuble était à peu près comme ça. Et donc forcément, c'était un point d'appui super pour
les soldats ukrainiens, parce que dans les étages supérieurs, ils pouvaient voilà, se déplacer dans cet énorme arc de cercle et avoir donc une vision sur une énorme zone face à eux. Le truc, c'est qu'il a fallu 3 semaines aux soldats russes pour prendre cette barre d'immeuble. Ils ont bombardé, hein, bien sûr, mais ils n'ont pas rasé l'immeuble jusqu'aux fondations. Et vous savez pourquoi? Parce que, eh bien, quand ils se sont approchés de la zone, quelqu'un qui était de l'immeuble voisin est allé les voir et leur a dit, écoutez, il y a encore plusieurs centaines de personnes dans les caves de cet immeuble. Donc il y a des civils innocents en bas. Et donc les soldats russes ont procédé de manière méticuleuse, lente, pénible, mais voilà. Et quand ils sont arrivés, qu'ils ont libéré cet immeuble, les gens sont sortis des caves et puis ils leur ont dit mais vous saviez qu'on était là? Et les soldats russes leur ont dit oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas appelé l'aviation pour faire un bombardement complet de la zone. Il dit vous auriez pas été là, on aurait rasé en fait l'immeuble jusqu'aux fondations, on se serait pas fait chier, et ça aurait pas pris 3 semaines, ça aurait été réglé en 2 jours, et puis voilà. Mais on savait que vous étiez là, et donc on n'allait pas vous ensevelir sous les décombres. Voilà, donc c'est comme ça. Compris, je constate que Zelensky est entêté, il ne comprend pas que son intérêt est en Russie, c'est ça qui m'énerve, toutes mes excuses pour avoir dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Non mais il n'y a pas de problème, à ça moi, j'explique avec... je veux dire, je comprends hein, que quand on pense à la guerre, voilà, on se dit ouais, le but c'est de faire vite et puis tout. Mais le truc qui se passe, c'est que déjà, les Ukrainiens, en fait, c'est des Russes qui ont juste oublié qu'ils sont Russes. À ça moi, je te recommande d'aller regarder... sur mon ancien site Donbass Insider, tu as un article sur les origines historiques du conflit dans le Donbass. Tu cherches origine historique, conflit Donbass, tu vas tomber dessus. Dans le moteur de recherche. Et dans cet article, j'explique clairement le plus gros du territoire de l'Ukraine, avant 1917, faisait partie de l'Empire russe. Ces gens sont des Russes. À qui on a dit après la création de l'URSS, en fait finalement non mais vous êtes ukrainien, mais c'est ridicule. Ces gens sont restés russes dans leur cœur pour beaucoup, et donc la Russie là est en fait dans une véritable opération spéciale. C'est pour ça qu'ils n'ont pas appelé ça une guerre, parce que le but là c'est pas de détruire toute l'Ukraine. Le but c'est pour la Russie de récupérer les 4 régions qu'elle a prises par référendum en 2022, et avec un maximum d'habitants vivants, et surtout de pacifier en fait, le pays voisin, parce qu'en fait, tant que l'Ukraine reste une menace pour la Russie peut pas tolérer cette menace à sa frontière, c'est pas possible. Donc d'où le but de dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. Mais dans le même temps, et comme je l'ai souvent expliqué, la Russie, en tant que soutien actif du développement d'un monde multipolaire, doit donner l'exemple. Si tu dis que le monde multipolaire, on va pas se comporter comme les Gémons, c'est-à-dire les Américains, derrière tu peux pas te comporter comme eux. Tu peux pas pratiquer le tapis de bombe, tu peux pas massacrer les innocents par milliers, et puis dire oui mais on veut un monde différent de celui qui est sous l'hégémon américain. Oui mais si tu fais pareil qu'eux en fait, qui va te suivre? Personne. La Russie doit donner l'exemple, et donc la Russie donne l'exemple de ce que doit être une guerre en fait, une vraie guerre, c'est-à-dire on fait la guerre entre militaires et on essaye d'épargner au maximum les victimes civiles. Le problème c'est que les soldats ukrainiens utilisent les civils comme boucliers humains. Et c'est ça qui ralentit énormément les choses. Si ils n'appliquaient pas cette foutue technique qu'ils ont appliquée d'ailleurs dès le début de la guerre dans le Donbass d'ailleurs, l'opération militaire spéciale aurait été beaucoup plus rapide. Alors, la Russie sait que réussir une paix durable est plus compliqué que de gagner une guerre, dit Christophe. Je suis 100% d'accord. 100% d'accord. Parce que si la Russie massacre les civils à tour de bras, mais comment faire la paix après? Ça va être compliqué, hein.
Parce que sinon, ça veut dire qu'ils vont garder à leurs frontières un pays où les survivants vont avoir un ressentiment terrible envers la Russie. Bah, tu te prépares pour un deuxième round dans 15 ou 20 ans. C'est ça qui se passe. Christina qui dit: je remarque que l'on fait s'entretuer les peuples slaves. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Les Occidentaux ont réussi ce pari terrible et sordide de faire s'entretuer deux parties d'un même peuple, en fait. Parce que, comme je l'ai dit, les Ukrainiens, ce sont des Russes qui ont oublié qu'ils sont Russes. Ce sont des gens qui, jusqu'à il y a un siècle en arrière, un peu plus maintenant, faisaient partie de l'Empire russe. C'était des Russes, c'était des citoyens de l'Empire russe. Et donc, ben oui. Vous savez, en Russie comme en Ukraine, vous avez beaucoup de familles entre guillemets mixtes. Je dis mixtes parce que ça n'a pas de sens. Mais vous avez beaucoup de gens qui ont des membres de leur famille dans l'un ou l'autre pays. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de gens qui me disent ah ben moi, j'ai un grand-père et une grand-mère qui venaient d'Ukraine, et puis les autres qui venaient d'une région de Russie. Et il y en a beaucoup des gens comme ça, et en Russie et en Ukraine. Vous avez beaucoup de gens comme ça qui ont des parents ou des grands-parents qui venaient de deux côtés différents, si vous voulez. Et donc, vous imaginez, c'est une guerre fratricide. C'est une guerre entre frères. Et vous avez un certain nombre de gens, je connais des gens qui ont un frère ou un oncle qui est dans l'armée ennemie. C'est ça la réalité de cette guerre. C'est une monstrueuse guerre fratricide, une monstrueuse guerre civile. Déjà, quand c'était la guerre du Donbass, c'était une guerre civile. Mais même en étendant à la Russie, ça reste une guerre civile. C'est une énorme guerre civile, en fait. C'est ça le truc qui est terrible. C'est ça le truc qui est terrible. D'ailleurs, j'ai fait l'interview d'un couple qui venait d'un village près de Soledar, pour vous dire à quel point, eh bien pareil, ils ont des ancêtres qui venaient de Russie. Ils sont toujours anti-russes. Résultat des courses, d'ailleurs, à force que les soldats ukrainiens leur en ont fait voir de toutes les couleurs, quand les soldats russes sont arrivés et que le couple a vu qu'un drone russe essayait de repérer où était la planque des soldats ukrainiens, et il ne la trouvait pas. Parce que c'était un sous-sol où l'entrée principale avait été coincée sous des décombres, et les soldats ukrainiens avaient creusé une deuxième entrée bien planquée, et la dame, elle avait fait des grands signes en fait au drone russe pour lui dire non, mais c'est pas là qu'il faut que tu cherches, l'entrée elle est là-bas. Et le lendemain, les soldats russes, un petit groupe est arrivé dans leur cave, et il leur a dit: madame, mais qu'est-ce que vous avez essayé de nous dire hier? On n'a pas compris. Et elle leur a expliqué que mais vous cherchiez l'entrée au mauvais endroit. Et donc, voilà, c'est ça la réalité de cette guerre. C'est ça. Eva qui dit: l'art de l'Occident d'aller semer la zizanie dès qu'ils en ont l'occasion. Bien sûr que les Ukrainiens ont des origines russes. Ben oui, et t'as beaucoup de gens qui ont... T'as plein de... Petrenko, Zakharchenko, etc. En Russie. Et de même que... D'ailleurs, Zelensky, son nom est typiquement russe. Zelensky. Si vous ne croyez pas, comme Medinsky, Medinsky, le fameux prof d'histoire de l'administration présidentielle, voilà, les noms en ski, en in, etc., qui sont typiquement russes, et vous avez les noms en enko, qui sont typiquement ukrainiens, et vous en trouvez des deux côtés de la frontière. Et vous avez plein de gens qui ont une grand-mère ou un grand-père ukrainien, et puis les autres sont peut-être russes, et puis il y en a peut-être d'autres qui ont encore d'autres origines, kazakhs, du Kazakhstan, d'Arménie. Vous avez beaucoup de gens qui ont... là, on a fait un film documentaire, c'est pour ça que j'étais en déplacement, avec un prêtre qui a des origines arméniennes. Voilà, il est russe, mais avec des origines arméniennes. Et tout ça était mélangé, il n'y avait aucun problème.
Christophe qui dit les Européens ne veulent pas que la guerre s'arrête car ils vont devoir gérer le retour de bâtons ukrainiens. Les nazis vont se retourner contre les Européens. C'est à se demander s'ils ne veulent pas envoyer un maximum d'Ukrainiens au casse-pipe pour ne pas subir leur vengeance quand ils s'apercevront qu'ils auront été instrumentalisés. Ben oui, ça je vous le prédis, de toute façon depuis longtemps, que la déception ukrainienne va se transformer en terrorisme. Vous allez avoir des attentats, des attentats terroristes sur le territoire de l'Union européenne après la fin de la guerre. Ça, ne vous leurrez pas, vous allez avoir des attentats menés par des néo-nazis ukrainiens qui vont considérer que, à juste titre d'ailleurs, que l'Union européenne les a trahis, que les Européens les ont trahis, et que donc ils méritent de payer pour la défaite. Donc ça, je vous préviens tout de suite, attendez-vous à une montée du terrorisme néo-nazi ukrainien après la fin du conflit. Ça, je vous le... alors, à Samoa, encore toutes mes excuses, mais il me semble que Zelensky cherche à atteindre Poutine personnellement. Pourquoi la Russie ne l'élimine pas? Les Ukrainiens ne se gênent pas pour assassiner les chefs militaires en Russie même. Alors, je t'explique à Samoa pourquoi. Parce que Zelensky est un idiot. Voilà. Zelensky est un idiot. Le problème, c'est que si on l'élimine, qui va le remplacer? Alors, ceux qui sont en bonne ligne, c'est Boudanov, donc celui qui est devenu maintenant son chef de cabinet, anciennement chef des services de renseignement militaire ukrainiens, terroriste en chef, en fait, pour dire les choses comme elles sont. Ce mec est un néo-nazi assumé. Ou Zaloujny. Zaloujny, donc ancien chef de l'armée ukrainienne, lui aussi profondément néo-nazi, et qui a une expérience militaire. Zelensky n'a pas d'expérience militaire, il a même échappé au service militaire. C'est un crétin du point de vue tactique militaire. Donc, pourquoi éliminer un crétin pour permettre ensuite à des gens plus compétents de prendre sa place et plus fourbe, je veux dire genre Boudanov ou Zaloujny à la tête de l'État ukrainien, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà. Zaloujny parce que lui c'est pas un tacticien de salon, et Boudanov, le mec est un terroriste, je veux dire assumé, je veux dire le gars revendique ouvertement un bon nombre d'attentats contre la Russie, etc. Donc, vous savez, Napoléon disait que quand ton ennemi fait des erreurs, pourquoi l'en empêcher? Faut surtout pas l'arrêter, faut le laisser continuer ses conneries. Donc, Zelensky est un idiot. Jean-Jacques qui demande, tu crois que c'est vraiment lui qui dirige? Non, il fait ce qu'on lui dit. Mais le truc, c'est que justement, lui n'a pas l'intelligence à un moment, si tu veux, pour imposer sa vision des choses. Et lui, tout ce qu'il voit, c'est l'aspect médiatique. Donc lui, il donne des ordres. Il dirige quand même plus ou moins. Enfin, il dirige certaines choses. Pas tout, bien sûr. Mais bien sûr, quand toutes les opérations TikTok et compagnie, qui donne l'ordre de ces conneries? C'est lui. Pourquoi? Parce que ces opérations TikTok, le but, c'est de faire du bruit médiatique pour pouvoir ensuite que Zelensky aille voir les patrons occidentaux et leur dise, vous voyez, on a quand même réussi à faire quelque chose, donc on mérite de recevoir encore de l'argent et des armes, vas-y à boule. C'est à peu près ça. C'est clair que si c'était Zaloujny à la tête de l'État ukrainien, je pense quand même que la tactique militaire serait un poil différente. Et là, on pourrait avoir par contre quelqu'un qui serait un petit peu plus intelligent et qui comprendrait que bon, cette méthode, ça porte pas trop ses fruits, si tu veux. Donc, il dirige quand même un petit peu certaines choses. Même si c'est une marionnette, et donc le peu qu'il dirige, il fait connerie sur connerie. Donc, si tu veux, c'est dans l'intérêt de la Russie de le laisser à sa place. Parce qu'on n'a pas envie qu'il soit remplacé par une marionnette un petit peu plus intelligente, un petit peu plus compétente, qui mènerait les opérations, on va dire, de manière, de manière plus efficace. C'est pas notre intérêt du tout. Donc c'est pour ça que Zelensky n'est pas éliminé. Parce que c'est pas dans l'intérêt de la Russie, tout simplement.
Tant que le chef ennemi est un crétin, faut le laisser. Hein. Faut surtout pas éliminer un crétin. Parce que le crétin, il peut être remplacé par quelqu'un d'intelligent. Et là, ça serait pas bon. Christophe qui dit c'est pratique d'avoir une fiotte cocaïnée comme chef de l'ennemi. Personne de sensé ne peut te reprocher de te battre contre cette chose. Oui, puis pas seulement, je dis. En plus, le mec est pas compétent. C'est un comédien. Il connaît rien à rien. Il a même tout fait pour ne pas faire son service militaire. Le mec, il connaît que dalle. Donc lui, la seule chose dans laquelle il est entre guillemets bon, c'est tout l'aspect sensationnalisme médiatique. Et donc il établit sa stratégie militaire sur base de ça. Donc, et tant qu'il fait ça, il fait connerie sur connerie. Bon, faut le laisser continuer. Faut le laisser continuer. Faut surtout pas l'en empêcher, faut pas l'arrêter. Voilà, grand Dieu non. Grand Dieu non. Il vaut mieux le laisser à sa place. Comme ça, Zaloujny reste comment dire, qu'il est ambassadeur de l'Ukraine au Royaume-Uni, et puis Boudanov, pour l'instant, reste pour l'instant chef de cabinet. Alors, il me demande le site. Hop. Voilà. Alors, Sébastien qui dit oui, ça fait un doudou câlin pour Manu. Si un stratège est à la tête de l'Ukraine, on verra moins de chaudrons sur le terrain et ça serait très dommageable pour la durée de la guerre et le nombre de morts. Bah c'est clair, c'est pas notre intérêt. Ça n'est pas du tout notre intérêt d'avoir un Zaloujny ou un Boudanov à la tête du pays. Ça, qu'on laisse le crétin cocaïné, c'est mieux. En fait, l'Europe est pourrie ainsi que les anglo-saxons. Ouais. Zelensky est idiot d'un point de vue militaire et financièrement intelligent. Il a intérêt à rester. Ben, bien sûr, Hervé. L'autre, il a compris la magouille pour choper de l'argent facile. Voilà. Bon, ben. Pourquoi il se gênerait? Ben, je veux dire, bon. C'est pour ça que je dis, il faut toujours réfléchir à long terme. Faut toujours réfléchir à long terme. Les plans du genre où on rase tout, on tue machin, etc. Faut toujours réfléchir aux conséquences. Toujours. Toujours. Parce que on regarde les conséquences immédiates, faut toujours réfléchir aux conséquences à long terme. Et ne jamais oublier que la Russie, c'est pas des joueurs de poker, hein, c'est des joueurs d'échecs. Jean-Jacques qui dit pas sûr qu'il en profite longtemps. Non, il va mal finir. Il va mal finir. Je pense qu'il va se faire descendre, soit par ses patrons, soit par les néo-nazis ukrainiens. Mais voilà. Sébastien qui dit pourtant les USA prévoient des élections en Ukraine, ça sent le pâté ce truc. Oui, ben, parce que les USA cherchent à se débarrasser de Zelensky. Parce qu'il est devenu gênant. Son mandat a expiré, ce qui le rend totalement illégitime à signer quoi que ce soit. Ce qui pose un gros problème. Et puis, le gars, tout le monde est un peu fatigué de lui, quoi. Vous savez, c'est quand il a pris la place de Poroshenko, c'est pour les mêmes raisons. Hein. C'est parce que Poroshenko, les gens en avaient ras le cul. Hein. Il s'était bien enrichi, il avait multiplié sa fortune par 7 pendant sa présidence. Bon, les Occidentaux en avaient un petit peu ras le bol de lui, quoi, si tu veux. Bon, ils ont juste changé la marionnette. Poroshenko, qui n'était pas non plus un grand génie militaire, d'ailleurs, se dit en passant non plus. Hein, bon, on est bien d'accord.
Donc voilà, j'ai envoyé à Samoa le lien vers l'article. Vraiment, je vous recommande pour ceux qui l'ont pas lu, hein, il est dans le chat sur Telegram. Allez lire l'article sur l'origine historique du conflit, ça vous permettra de comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'en réalité, beaucoup, on va dire, d'incompréhension viennent de la méconnaissance de l'histoire de ces territoires. C'est vraiment majeur pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Hervé qui dit le problème de base est l'erreur de diagnostic des services de renseignement occidentaux sur la situation de la Russie. Elle a été sous-estimée et l'Europe va se bouffer les pruneaux. Oui, j'adoucis un peu le mot. Oui, effectivement. Voilà. Mandat expiré de quelques mois à peine, ils veulent s'en débarrasser pour mettre qui à la place. Ils veulent vraiment contrôler le néo-nazi qui va prendre la relève. Justement, les Anglais essayent de positionner Zaloujny. Je pense que les Américains, eux, essayent de pousser Boudanov. Donc je pense que chacun un petit peu pousse ses pions. Mais effectivement, ils veulent mettre quelqu'un à sa place du type soit Zaloujny, soit Boudanov. C'est pour ça qu'ils ont fait le ménage autour de Zelensky, avec ces histoires de corruption qui ont touché Mindic puis Yermak. Le but a été justement de débroussailler pour faire de la place pour ceux qui doivent venir après. Donc c'est pour ça. Alors, le problème principal de l'UE, c'est qu'ils avaient tout misé sur une dislocation de la Russie et un great reset de leurs dettes. On sait désormais que ni l'un ni l'autre n'arriveront. L'UE entrera donc officiellement en guerre d'ici quelques années. C'est un peu ce qui me fait peur. C'est qu'ils essayent de vous entraîner là-dedans. Et c'est là que le fait d'ouvrir les yeux à un maximum de gens, je sais que je me répète, je sais que pour beaucoup vous avez l'impression que ça sert à rien, mais ça marche. Je veux dire, y en a parmi vous qui me rapportent entre autres mon deuxième roman, semble-t-il, marche bien pour ouvrir les yeux des gens. Donc si vous avez l'occasion, offrez-en un exemplaire. Ça a l'air d'être assez efficace. Plus on ouvrira les yeux de gens, même si c'est un par un, même si c'est lent, mais il faut péter cette propagande avant qu'elle zombifie une majorité de gens qui vont accepter d'aller, comme dirait Mandon, hein, sacrifier leurs enfants, hein, dans une guerre contre la Russie. Sébastien qui dit les puissances qui se battent pour poser un président et on parle de démocratie et d'ingérence en Europe. Ça serait pas si désastreux, ça serait une très bonne blague. Mais oui, mais souvenez-vous de Victoria Nuland et de sa fameuse conversation téléphonique avec le fuck the EU. Que l'Europe aille se faire foutre. Et où ils ont décidé de mettre Yatsenyuk comme Premier ministre. C'est un truc de dingue. À Samoa qui demande concernant cette affaire de sécurité de l'Ukraine après la guerre, qu'est-ce que la Russie est prête à accepter? Mais la Russie a très clairement posé ses conditions. C'est une Ukraine démilitarisée, avec un statut neutre, donc impossibilité pour l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN. Elle peut rentrer dans l'Union Européenne, mais pas dans l'OTAN. Interdiction de déploiement de troupes des pays membres de l'OTAN en Ukraine. Dénazification, voilà, c'est à peu près ça le truc. Et puis respect de la langue russe et de l'église orthodoxe liée au patriarcat de Moscou. Donc c'est ça les conditions que la Russie a données. Donc elles sont très claires. Il n'y a pas d'incompréhension là-dessus. Tout a été dit. Christophe Killy, c'est un vieux rêve humide des anglo-saxons de disloquer la Russie et l'Europe a emboîté le pas à cette doctrine, mais je doute qu'elle réussisse. Le Catéchon russe a l'air solide. Oui, ils avaient réussi une première fois avec la création de l'URSS puis sa chute. Bon, maintenant le plan a été bien compris et donc les autorités russes font tout. Voilà. Infini qui dit je pense que si la Russie éliminait Zelensky, elle en ferait un martyr. Oui, ça aussi, j'en ai pas parlé, mais effectivement. Éliminer Zelensky, t'en fais un martyr.
Voilà. Et on retiendrait que la Russie a éliminé un président en exercice, ce qui ferait pas bonne campagne pour son image. Ça explique pourquoi la Russie, je pense, n'a jamais opté pour cette action. C'est exactement ce que Trump a fait en enlevant Maduro. Ben c'est ça. L'enlèvement de Maduro par Trump a quand même porté sacrément atteinte à son image. Ça fait pas beau à voir. Et comme je l'ai dit, la Russie milite pour un monde multipolaire, c'est-à-dire un monde qui n'applique pas les règles qu'appliquent justement les gémons américains, c'est justement pas pour faire comme eux. Hein. Je rappelle, la France qui veut recommencer à éliminer des présidents africains qui gênent, bon, ben ça c'est clairement le genre de modèle de relations internationales que le Sud global rejette. Donc si la Russie se mettait à faire pareil, ben, ces pays suivraient pas la Russie. Voilà, faut donner l'exemple. Alors, Bing Shilling qui dit il y a désormais plus de chances pour une dislocation des USA que de la Russie. Oui, je pense sincèrement qu'aux USA, ça va se terminer par une guerre civile. Mais ça couvre depuis des années. Et depuis, en fait, déjà la présidence Biden, où vraiment les démocrates avaient complètement diabolisé les républicains en les présentant comme des nazis, enfin ça c'était Satan en personne. Bon, et là avec ce qui s'est passé avec l'ICE plus l'enlèvement de Maduro et puis l'autre qui dit qu'il est pour la paix mais là il va aller faire la guerre à l'Iran, bon clairement il est en train de perdre sa base. Je pense que Trump va perdre les midterms. Et le problème c'est qu'avec ce qui s'est passé avec l'ICE à Minneapolis et compagnie, je pense que ça va très mal se terminer. Je pense sincèrement que les USA sont vraiment déjà bien engagés sur la voie d'une guerre civile et que ça va très très mal se terminer pour eux. Je pense qu'en Europe aussi. Oui. Je pense que l'Europe aussi se dirige vers un scénario de ce type-là. Sébastien qui dit à propos de l'OTAN et de l'UE, Manu a dit qu'il veut mutualiser le nucléaire militaire. Non mais c'est pas possible d'aligner autant de conneries, il veut à tout prix sa putain de guerre, à tout prix. Ah mais oui, mais parce que la guerre c'est pratique, hein, ils ont regardé l'exemple de Zelensky. Voilà, Zelensky a décrété la loi martiale, ça a permis de suspendre les élections, ça lui a permis de rester au pouvoir plus longtemps que prévu, de s'en mettre dans les poches encore plus que prévu. Donc ils se sont dit, mais pourquoi pas nous, hein? Pourquoi nous on ferait pas pareil, hein, au bout d'un moment. Christina qui dit en fait il y a le feu un peu partout en fait. Ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est malheureux, mais oui, et je vous l'ai dit, hein, ils vont foutre le feu partout. Parce que la seule chose que sait faire l'hégémon qui est en train de se noyer, c'est de foutre le chaos dans tous les coins. C'est le seul moyen qu'ils ont. Vous savez, ça ressemble un peu à la série Game of Thrones. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez la regarder. L'hégémon, c'est un peu Littlefinger. Hein, voilà, c'est le mec joue avec le chaos, sème le chaos partout pour grimper sur l'échelle. Sauf qu'au bout d'un moment, le chaos qui sème finit par se retourner contre lui. Hein. Je vais pas vous spoiler, il finit très mal. Et ça, c'était inévitable. C'était inévitable. Tu peux pas jouer avec le chaos. Le chaos est un feu complètement incontrôlable. Et il y a un moment où ça finit par se retourner contre toi. Et donc, je pense que c'est ce qui va se passer avec les États-Unis et avec l'Union européenne. Voilà. Je pense que c'est ça. On a un spammer là qui. Hop, dégage aussi vite qu'il est arrivé. Voilà. On est arrivé au bout de l'heure de ce direct. Je dois vous laisser parce que je dois me lever tôt demain matin pour reprendre la route. Donc, je vous dis à demain soir sur TVADP, 19h heure de Paris. On fera un direct avec Thierry Laurent Pellet donc, sur la dérive dictatoriale de l'Union européenne. Donc, suivez-nous, ça sera super intéressant. Et je vous retrouve dimanche pour le rapport hebdomadaire de situation avec les cartes comme d'habitude, ce qui vous permettra de voir où en est réellement la situation, bien loin des délires propagandistes de l'Ukraine et de ses relais occidentaux. D'ailleurs, la carte que j'utilise d'Yvgen est vraiment
très impartial, même si c'est un projet russe, les gars sont pas tendres. Si il y a des avancées ukrainiennes, ils les montrent. Donc là-dessus, je sais que c'est les plus fiables. Donc vraiment, si vous avez un doute, allez regarder la carte. Vraiment, ça vous permet de vérifier ce qu'on vous raconte dans les médias occidentaux. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous dis donc à demain sur TVADP, à dimanche pour le rapport hebdomadaire de situation. Et puis d'ici là, eh bien portez-vous bien.